À l'ouverture du 9e Forum pour le développement de l'Afrique au Maroc, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara propose la transformation des économies africaines par des financements adéquats et novateurs. La substance de ses propositions dans ce journal. Après les années de crise, la Côte d'Ivoire veut rebondir avec ses ressources propres. La performance des régies financières est alors devenue une question essentielle. Une étude sur ces régies a été diligentée. Les conclusions ont été validées ce mardi. Le monde entier célèbre demain la 7e journée mondiale du lavage des mains. Thème de la commémoration ici en Côte d'Ivoire, le lavage des mains, une sécurité sanitaire. La ministre de la Santé met l'accent sur le respect des règles d'hygiène. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis à l'étranger, cette réunion sur la sécurité hier à Abuja avec comme résultat l'obtention d'un accord pour la mise sur pied d'un cadre légal pour renforcer les opérations militaires contre Boko Haram. Il a aussi été mis sur pied une stratégie commune de défense dans la lutte contre le terrorisme dans la sous-région. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Nous sommes au 2e jour du 9e Forum pour le développement de l'Afrique. La rencontre qui se tient au Maroc a été ouverte hier en présence du chef de l'État ivoirien. Le président Alassane Ouattara a indiqué qu'il est important d'accompagner la transformation des économies africaines par des financements adéquats et novateurs. Cela passe notamment par la création de produits financiers innovants et l'efficacité dans nos pays des institutions et infrastructures financières nationales et régionales. Précision de Viviane Haïm. Les modes de financement novateurs pour la transformation de l'Afrique. Thème de ce 9e Forum africain pour le développement organisé par la CEA, la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique. Pour ce premier forum de la CEA, organisé en dehors de son siège d'Addis Abeba, l'organe des Nations unies ne pouvait mieux choisir que le Maroc, pays leader en Afrique et qui prône un développement solidaire avec le reste du continent. Reflété par cette formule chère au roi Mohamed VI, l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Le Premier ministre, chef du gouvernement marocain, Abdel Ilah Ben Kiran, représentait le souverain chérifien à l'ouverture de la rencontre. Invité du roi du Maroc, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, participait à ce forum en qualité de parrain de l'initiative lancée par la CEA concernant le capital investissement. Invité également le président du Sénégal, Macky Sall, en qualité de président du comité d'orientation du NEPAD. Comment financer le développement de l'Afrique au regard de la progression économique des États africains et de leur ambition d'accéder au stade d'économie émergente, a soulevé le secrétaire exécutif de la CEA, Carlos Lopez, situant les objectifs du forum. Les intervenants ont unanimement admis que l'aide au développement n'est plus en phase avec l'ampleur et l'évolution des besoins. D'où la nécessité de trouver des nouveaux modes de financement pour la transformation de l'Afrique. De ce point de vue, le président de la République, Alassane Ouattara, de par sa riche expérience en matière de finances internationales en tant que directeur général adjoint du FMI, était invité à faire profiter de son expérience à cette grande assemblée d'économistes et de décideurs politiques. Trouver des nouveaux modes de financement pour le développement, le cas précis des capitaux privés, comment générer des capitaux privés au plan interne et comment réussir une mobilisation de capitaux privés au plan externe. Le chef de l'État ivoirien a instruit l'assistance. Je voudrais mettre l'accent sur 7 points qui me paraissent essentiels. Alors, en premier lieu, la mobilisation de l'épargne locale. Vous savez, le constat qui s'impose, c'est le faible taux de bancarisation dans notre région. À titre d'exemple, ce taux n'excède pas plus de 12% en Côte d'Ivoire. Un volume de transactions financières trop important échappe encore au secteur financier. Cela a des conséquences négatives pour notre pays. Le deuxième axe, c'est de donner un rôle plus important à la mobilisation boursière. En effet, un secteur boursier dynamique est un facteur déterminant pour le développement de nos pays. À titre d'exemple, on peut citer la Bourse régionale des valeurs mobilières d'Abidjan, la BRVM, qui est en plein développement.
avec un taux de croissance d'environ 15% par an. Cependant, la BRVM devrait mobiliser davantage de ressources pour répondre aux besoins de financement de notre développement. Le troisième point concerne les mesures destinées à encourager le secteur privé à investir dans nos économies. Comme chacun le sait, les fonds privés d'investissement ont fortement contribué au développement économique des régions telles que l'Amérique latine et l'Asie. L'Afrique doit en prendre le chemin. Le quatrième point a trait à l'amélioration de l'image de l'Afrique. Ce point est primordial. Il suppose une implication des leaders africains que nous sommes pour mieux faire connaître l'Afrique et changer le regard que le monde porte sur elle. Car en réalité, l'Afrique change, évolue et devient de plus en plus compétitive. En cinquième point, j'aborderai la question de la mobilisation des ressources des pays du Sud. Il faut intensifier les relations entre les pays du Sud. À cet égard, l'exemple que le Royaume du Maroc donne en matière de coopération Sud-Sud, grâce à la vision et à la clairvoyance de Sa Majesté, est à saluer. Donc je me joins au président Macky Sall pour rendre hommage à Sa Majesté et aux entreprises marocaines. Le sixième point est relatif à l'accroissement du financement des partenariats publics-privés. Les demandes et les besoins en financement de nos économies dans les années à venir seront tels que les ressources publiques ne suffiront plus. Il faudra alors faire appel nécessairement au secteur privé pour faire face à cette réalité. La solution, c'est d'encourager le financement des grands projets structurants pourvoyeurs d'emplois par des partenariats publics-privés. Un dernier point, il s'agit de la structuration des financements autour des transferts de fonds des migrants. Les transferts de fonds des migrants africains peuvent être des leviers importants, même très importants, sur le financement du développement en Afrique. Ils génèrent des ressources importantes qui nécessitent une meilleure organisation des transactions. À ces différentes sources de financement que je viens d'évoquer, il faut naturellement ajouter le recours aux marchés internationaux de capitaux, et c'est là que je rejoins l'observation de mon jeune frère, le président Macky Sall, que nous puissions demander aux institutions de Bretton Woods de tenir compte de nos besoins de financement pour augmenter les plafonds d'endettement. Une intervention qui va servir d'axe de réflexion au cours des travaux de ce 9e Forum africain sur le développement. Avant de quitter le lieu de la cérémonie, le président de la République a reçu en privé le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, Carlos Lopez. Et dans le cadre de cette visite qu'il effectue dans le Royaume du Maroc depuis le 12 octobre, le président de la République Alassane Ouattara a été reçu aujourd'hui à Rabat par Sa Majesté le roi Mohamed VI. À son arrivée au Palais Royal, les honneurs lui ont été rendus par un détachement de la garde royale. Conformément à la tradition marocaine, le chef de l'État a reçu du lait et des dattes en signe de bienvenue, vous le voyez sur ces images. Le président de la République et son hôte se sont ensuite retirés dans le cabinet royal pour des échanges de près d'une heure. Au terme de l'entretien, le président Alassane Ouattara a indiqué avoir fait, avec le souverain chérifien, un tour d'horizon sur les questions bilatérales. À cet égard, il a souligné que le Royaume du Maroc et notamment les entreprises marocaines travaillent en Côte d'Ivoire dans de nombreux secteurs tels que la finance, la construction et l'industrie. Le chef de l'État et le roi Mohamed VI sont convenus de renforcer cette coopération sud-sud dans tous les domaines. Toujours au Maroc, hier à Marrakech, en présence de Dominique Ouattara et Bernadette Chirac, son Altesse royale, la princesse Lala Salma, en tant que président de la fondation Lala Salma Prévention et Traitement des Cancers, a inauguré la nouvelle maison de vie, un établissement qui a pour vocation d'héberger les patients de conditions modestes durant leur traitement au centre d'oncologie relevant du centre hospitalier universitaire Mohamed VI de Marrakech. La bâtisse de 2 niveaux, ayant une superficie de 2000 m² est constituée de 22 chambres doubles avec salle de bain intégrée, d'une salle de jeu pour enfants, un réfectoire et une cuisine, une salle de prière,
2 grands salons, une salle polyvalente et des blocs administratifs. Le centre peut accueillir près de 1450 personnes par an. Après le Maroc, on prend la direction des États-Unis. On y retrouve notre envoyé spécial, Sylvie Touré, avec qui on fait le point des activités du chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan, en marge des assemblées annuelles des institutions de Bretton Woods, a échangé avec le directeur général de Cantor Fitzgerald, une banque d'investissement américaine. Il a aussi eu un entretien avec le président du groupe BNP Paribas. Cantor Fitzgerald est un groupe américain de services financiers. Bien connu sur le marché des capitaux et dans le financement de l'immobilier, ce groupe veut mettre son expertise au service de la Côte d'Ivoire, notamment dans le financement des infrastructures et dans la garantie des prêts immobiliers qui pourraient aller jusqu'à 30 ans. C'est de cette offre et de bien d'autres encore que le directeur général de cette banque, qui doit ouvrir à Abidjan, a échangé avec le Premier ministre. Nous avons discuté avec le Premier ministre, ma compagnie Cantor Fitzgerald, comment envoyer les capitaux en Côte d'Ivoire pour aider aux différents projets d'infrastructure et aussi aider à densifier, si vous voulez, la structure financière de la Côte d'Ivoire. Tout comme le groupe Cantor Fitzgerald, BNP Paribas veut accompagner la Côte d'Ivoire. Mais cette fois, la banque déjà présente dans le pays avec 32 agences entend renforcer sa coopération avec une assistance financière plus accrue aux PME. Ce que nous voyons actuellement en Côte d'Ivoire, c'est véritablement un décollage fort de l'économie, une reprise du travail par les PME. Donc nous sommes attachés à 2 choses. D'abord, financer mieux en volume, en conditions financières, et puis financer partout sur le territoire. La coopération japonaise, elle, est plus intéressée par le secteur des infrastructures. Des projets sont à l'étude pour doter Abidjan de nouvelles routes. Le vice-président de la JICA, Hiroshi Kato, effectuera dans les prochains mois une visite dans le pays à la demande du gouvernement ivoirien. Après les années de crise, la Côte d'Ivoire veut rebondir avec ses propres ressources. La performance des régies financières est alors devenue une question essentielle. Une étude sur ces régies a été diligentée. Les conclusions ont été validées ce mardi. Des pistes de solutions ont été proposées, notamment le redéploiement des services sur l'ensemble du territoire national, le renforcement des capacités des agents pour tenir compte des défis nouveaux, notamment la cybercriminalité. On fait le point avec Noël Nienyo. Les régies financières, douanes, impôts, trésors présentent encore des insuffisances. Par exemple, les insuffisances de capacités, les capacités matérielles, les capacités en termes de ressources humaines, en termes de qualité de ces ressources humaines. Il y a aussi le cadre réglementaire. Par exemple, dans ce cadre réglementaire, il y a quelques absences de contrats de performance. Ces conclusions relèvent de l'étude faite par la CAPEC, celui d'analyse des politiques économiques du CIRES. Passées au crible, ces conclusions formulaient des recommandations à propos pour permettre aux régies de mobiliser suffisamment de ressources propres nécessaires au redécollage de la Côte d'Ivoire après ces années de crise. Des financiers, des banquiers, des fiscalistes et autres ont consacré la matinée à cet exercice parce que la Côte d'Ivoire se fixe pour objectif d'être un pôle de développement durable d'ici à 2020. Et cela n'est possible en prime qu'avec ses ressources propres. L'étude a été validée après échange et discussion. Une piste de solution préconisée. Il est proposé de pouvoir accroître les ressources matérielles disponibles pour ces régies-là, de pouvoir redéployer suffisamment ces régies sur le territoire national, notamment à l'intérieur, parce qu'elles sont beaucoup plus concentrées à Abidjan, et également donner à ces régies les ressources humaines et former ces ressources humaines sur, par exemple, les questions de cybercriminalité aujourd'hui, leur donner les capacités nécessaires pour mieux faire face aux défis nouveaux. Les pouvoirs publics vont se donner les moyens de traduire ces conclusions en actes. Parce que 2020, c'est dans 6 ans. Aujourd'hui, 14 octobre, marque la journée mondiale de la normalisation, initiative conjointe de l'Organisation internationale de normalisation ISO, la Commission électrotechnique internationale CEI et l'UIT,
l'Union internationale des télécommunications. Il s'agit de marquer le travail des milliers de personnes qui, dans le monde, élaborent des normes d'application pour asseoir le progrès et la prospérité de nos sociétés. La journée est célébrée autour du thème « Les normes créent des règles de jeu équitables ». Le compte-rendu de Francis Boifo. La normalisation ou la standardisation est le fait d'établir respectivement des normes et des standards techniques, c'est-à-dire un référentiel commun et documenté destiné à harmoniser l'activité d'un secteur. Il existe par exemple des normes dans les domaines de l'informatique, des technologies de l'information et des télécommunications TIC, l'alimentation, les industries, les services, l'énergie et les transports. Les normes internationales aident les entreprises à accroître leur productivité, à éliminer les obstacles au commerce et à ouvrir l'accès aux marchés mondiaux. Aussi aident-elles au renforcement de la satisfaction clientèle et à la réduction des effets négatifs sur l'environnement. Les normes sont réalisées par des organismes internationaux, des structures d'État, des organisations créées par les professionnels d'un secteur d'activité donné. Ces personnes qui élaborent des normes d'application pour asseoir le progrès et la prospérité de nos sociétés sont honorées le 14 octobre de chaque année depuis 1970. La journée mondiale de la normalisation a été initiée par l'Organisation internationale de normalisation ISO, la Commission électronique internationale CEI et l'UIT, l'Union internationale des télécommunications. Cette année, la journée a pour thème « Les normes créent des règles de jeu équitables ». En Côte d'Ivoire, le gouvernement invite les opérateurs économiques à appliquer les normes pour la facilitation des échanges et le progrès. Et j'ajoute que la célébration ici en Côte d'Ivoire de la 45e journée de la normalisation aura lieu le jeudi 23 octobre prochain au plateau lors des journées nationales de la qualité. En bref et en images, le récent séjour comorien du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, y a été fait commandeur dans l'ordre de Mbaye Tamboué. C'est une distinction comorienne décernée aux figures qui marquent leur temps, à l'image de Mbaye Tamboué lui-même, cet ancêtre comorien qui a inventé le chi-comore, langue nationale parlée dans l'Union des Comores, mieux que le français et l'arabe, langue officielle du pays. Guillaume Soro a eu le mérite de cette décoration, selon les autorités comoriennes, pour son combat politique. À 12 mois de la prochaine présidentielle ivoirienne, une délégation du réseau des structures électorales de l'Afrique de l'Ouest, RESAO, a été reçue hier par le président de la Commission électorale indépendante CEI. Au cœur des échanges, l'organisation de l'échéance dans un climat apaisé. Le RESAO entend apporter son assistance à la CEI en vue d'assurer la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Ahmed Traoré, Victorine Niaoyobwe. Accompagner la commission électorale indépendante CEI en vue d'assurer des élections apaisées en 2015 en Côte d'Ivoire. Voilà ce qui explique la visite d'une délégation du réseau des structures électorales de l'Afrique de l'Ouest, RESAO, à Youssouf Bakayoko, président de la CEI. Nous avons initié cette mission en Côte d'Ivoire auprès des structures, j'allais dire des institutions en charge de la mise en œuvre du processus électoral, dont la CEI est la cheville ouvrière, en charge de la mise en œuvre du processus électoral, des préparatifs de l'élection présidentielle de 2015, d'analyser ensemble les besoins qui sont exprimés, après avoir identifié évidemment les défis, et voir comment le RESAO peut répondre valablement et efficacement à cette requête et à ces besoins. Le RESAO a pour mission d'accompagner les processus électoraux dans les autres pays de la sous-région. 2015 étant une année électorale dans notre espace, notamment la présidentielle ici en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Togo et au Nigeria, il est question de prendre toutes les dispositions pour préserver la paix et la stabilité en Afrique de l'Ouest. En politique toujours, hier, une forte délégation de la haute direction du RDR s'est rendue à Daoukro. Le déplacement avait pour but d'exprimer la reconnaissance et le soutien du parti au président du PDCI RDA, par ailleurs président de la conférence des présidents de l'Alliance RHDP, Henri Konan Bédié,
auteur du désormais célèbre appel de Daoukro. La rencontre a été sanctionnée par un communiqué final dont nous vous proposons un extrait. C'est avec Abou Sanogo. Saisissant la haute portée politique de cet appel, qui invite également le PDCRDA, le RDR, ainsi que tous les partis politiques membres du RHDP à la création d'un parti unifié, la délégation du RDR a réaffirmé sa totale adhésion à cet important projet politique qui vise à créer un grand mouvement de rassemblement politique conformément à la grande vision du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, le président Félix Houphouët-Boigny. La délégation du RDR a exprimé sa totale disponibilité et son engagement à contribuer activement à la réalisation des objectifs politiques contenus dans l'appel de Daoukro, en engageant instamment ses structures et ses militants à y adhérer sans réserve et à le promouvoir à travers tout le pays. Je vous propose maintenant d'aller à la découverte du deuxième salon international de la géomatique 2014. On fait le point avec Grace Kando. La géomatique est un ensemble d'outils et de méthodes permettant d'acquérir, d'analyser et d'intégrer des données géographiques. La géomatique est utile et nécessaire pour une bonne gouvernance, leitmotiv du développement local. C'est pourquoi le CNTIG, le Comité national de télédétection et d'information géographique, chargé de la planification des projets de développement, initie du 17 au 19 novembre prochain le deuxième salon de la géomatique en vue de faire montre de son savoir-faire. Ce salon, dénommé Géomatique 2014, offre des opportunités d'affaires aux entreprises et aux décideurs. La thématique qui sera abordée à travers ces salons, c'est vraiment la géoinformation pour le développement local. Et selon la politique de décentralisation, cela devait être capable aujourd'hui, selon les moyens, de pouvoir subvenir à leurs propres besoins, du moins accroître les ressources personnelles. Et pour arriver à cela, nous pensons à travers la géomatique et les outils de prise de décision qui seront développés par les différents acteurs, de pouvoir assister ceux-là à remplir cette mission-là. Ce sont 500 participants venant de 12 pays d'Afrique et d'Europe qui sont attendus à ce deuxième salon international de la géomatique. Ça sera d'abord un outil d'aide à la décision pour nos autorités. La géomatique va apporter vraiment un souffle nouveau à notre développement. Il y a des décisions qui peuvent être prises très rapidement parce qu'on aura l'information très rapidement. Cette rencontre de haut niveau sera meublée de conférences, d'expositions. Au menu également, un concours Géotalent qui s'adresse aux jeunes de 18 à 35 ans. Il récompensera les 2 meilleurs projets de création d'entreprises dans le domaine de la géomatique. Le monde entier célèbre demain la 7e journée mondiale du lavage des mains. Selon l'UNICEF, plus d'1 millier d'enfants de moins de 5 ans continuent de mourir chaque jour de maladies diarrhéiques causées par l'absence d'eau salubre, d'assainissement et de l'hygiène la plus élémentaire. Ici en Côte d'Ivoire, le thème retenu pour cette commémoration est le lavage des mains, une sécurité sanitaire. La ministre de la Santé met l'accent sur le respect des règles d'hygiène préalables à une bonne santé. Vous l'entendrez dans ce reportage de Serge Coléa. Le respect quotidien de l'hygiène des mains sauve des vies. Il réduit d'environ 50% le nombre de décès dus à la diarrhée et de 25% le nombre de décès dus aux infections respiratoires aiguës et autres infections selon une étude menée par des chercheurs américains. La commémoration de cette 7e édition de la Journée mondiale du lavage des mains intervient dans un contexte particulier, celui de la prévention de la maladie à virus Ebola dans notre pays. Dans le cadre de la lutte contre cette épidémie, le gouvernement a recommandé certaines mesures, parmi lesquelles le lavage des mains à l'eau et au savon. Ayant toujours à l'esprit que les mains sont vecteurs de germes et que le lavage des mains est un geste simple, accessible à tous, et c'est un geste qui s'impose à nous. Nous invitons donc la population à se laver régulièrement et soigneusement les mains avec de l'eau et du savon et à l'adopter comme un nouveau comportement à la maison, à l'école, sur le lieu de travail, à l'hôpital
et dans les lieux de restauration aux frontières partout. En Côte d'Ivoire, à l'occasion de la journée du lavage des mains autour du thème « Le lavage des mains, une sécurité sanitaire », le gouvernement veut renforcer l'appel en faveur des pratiques d'hygiène améliorées, assurer un bien-être aux populations et leur garantir une bonne santé. Autre journée également célébrée demain, 15 octobre, celle de la femme rurale, un événement pour rendre hommage à ces femmes pour leur contribution à l'équilibre de la vie familiale et dans la lutte contre la famine. En Côte d'Ivoire, cette journée n'a pas été occultée. Au nom du gouvernement, la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne-Désirée Ouloto, invite ces braves femmes à toujours œuvrer pour le bien-être de leur famille. Eve Boué, Doigt des Lasers. Selon les Nations Unies, la femme représente 2 tiers des personnes vivant dans les zones rurales et 50% des agriculteurs dans le monde. Ces braves femmes fournissent plus de 80% des produits vivriers sur les marchés et participent à l'autosuffisance alimentaire. Pour leur rendre hommage, une journée a été dédiée par l'Assemblée générale des Nations unies le 18 décembre 2007. Le 15 octobre de chaque année est la date choisie pour célébrer la femme rurale partout dans le monde. Chers compatriotes, la Côte d'Ivoire célèbre demain la Journée internationale de la femme rurale. Pour cette année, le thème suivant. Problématique de l'émergence des zones rurales, quel rôle pour la femme rurale? C'est l'occasion pour le gouvernement de rendre un hommage mérité à toutes ces femmes courageuses et travailleuses pour leur inestimable contribution au développement de notre pays. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant exhorte les Ivoiriens à accorder à la femme rurale une place de choix dans les instances de prise de décision. Dans l'optique de mettre en exergue le rôle prépondérant des femmes rurales dans notre pays, les préjugés, stéréotypes et injustices à l'encontre de la femme rurale devront faire place à des mentalités et à des approches objectives et équitables. Un défi à relever pour une exploitation rationnelle du concept égalité du genre en Afrique et en particulier dans notre pays. Du sport à présent avec la conférence des présidents de clubs de football de Côte d'Ivoire réunis en pré-séminaire le week-end dernier à Sol-Béni. Il en ressort que les membres de la conférence sont contre la nouvelle formule du championnat de première division ivoirienne, la Ligue 1. On en sait un peu plus avec Anja Soukro. La conférence des présidents des clubs de football de Côte d'Ivoire dit non à la nouvelle formule du championnat préconisée par la Ligue professionnelle de football. Il y a des bruits, des plaintes sur la formule qui a été arrêtée. C'est parce qu'il n'y a pas de synergie véritable. On ne s'assoit pas pour réfléchir, pour dire mais comment voulez-vous qu'on organise, quelle formule du championnat on doit décider, etc. C'est parce que ça a été fait en amont et appliqué en aval. Du coup, il y a problème. Échanger sur le développement de nos clubs, voilà, sur l'actualité du football et surtout sur la relance du football local et effectivement les dividendes que nous devons pouvoir négocier avec notre tutelle. Pour la conférence, l'idée de la mise en œuvre d'une telle formule serait suicidaire pour les clubs qui n'y sont pas préparés, surtout financièrement. Pour rappel, la Ligue professionnelle a prévu cette saison un championnat à 26 journées suivi par une Super Ligue 1 avant de connaître le nom du champion de Côte d'Ivoire. Selon la conférence, si la Ligue veut augmenter le nombre de rencontres pour atteindre les standards internationaux, il suffit d'accepter 16 équipes en Ligue 1 au lieu de 14. Autre annonce importante, face aux nombreuses difficultés auxquelles les clubs sont confrontés, la conférence exige que la FIF reverse à chaque club 50% de la subvention allouée en Ligue 1, Ligue 2 et Division 3 avant le démarrage effectif des compétitions. Toujours en sport football, demain la Côte d'Ivoire sera face à la République démocratique du Congo au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, cela dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2015. Reportage.
Handicapés par la défaite au match aller, mais pas du tout abattus, ils sont très confiants, ces Congolais, à quelques 24 heures de la rencontre face aux éléphants de Côte d'Ivoire. Nous abordons ce match avec beaucoup plus de détermination et beaucoup plus d'engagement pour voir la mesure du possible, s'il ne faut pas renverser la vapeur sur place aussi. Autant que la Côte d'Ivoire l'a fait à Kinshasa, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire aussi à Abidjan, voilà. Touche de balle et exercice léger au programme. Le sélectionneur Florent Mbengue, qui a conservé la majorité de son groupe, misera sur le jeu physique et le moral d'acier de ses éléments. Une victoire, 2 défaites, 3 points derrière le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Les Léopards joueront pleinement leur chance pour tenter de se relancer dans cette poule D. Plus tôt dans l'après-midi, le groupe Assidi Diallo était également sur les lieux, soutenu par les ministres Bambachek Daniel et Alélo Bognon. Et sachez qu'aujourd'hui, lors de la deuxième journée de la CAN féminine, la Côte d'Ivoire l'a emporté sur la Namibie, 3-1. À l'étranger, le Nigeria, souvenez-vous, il y a 6 mois exactement, 276 lycéennes étaient enlevées par le groupe Boko Haram à Chibok, dans le nord-est du pays. Malgré l'indignation internationale, 219 d'entre elles sont toujours portées disparues. Et dans le même temps, à Abuja, une réunion sur la sécurité s'est tenue, avec comme résultat l'obtention d'un accord pour la mise sur pied d'un cadre légal pour renforcer les opérations militaires contre la secte Boko Haram. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 23h. Excellente soirée.